Voilà, c'était Centrale nucléaire, démantèlement impossible, film passionnant et angoissant de Bernard Nicolas. Pour aller plus loin, je vous le disais maintenant sur ce plateau, deux invités m'ont rejoint. Wolfram Koenig, bonsoir. Vous présidez l'Office fédéral pour la radioprotection. J'expliquais tout à l'heure que c'est à cet office que le gouvernement allemand a confié la lourde tâche d'organiser bien justement toute cette filière du démantèlement, du stockage des déchets dans le cadre bien sûr de la sortie de l'Allemagne du nucléaire. Et puis quelqu'un qu'on entend beaucoup, qu'on voit dans le film, Corinne Lepage, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes bien sûr une grande spécialiste de ces questions. Vous y avez consacré un livre il y a 2 ans. Vous êtes ancienne ministre de l'Environnement, aujourd'hui eurodéputée. Alors peut-être première réaction après avoir vu ce film, on se demande dans quelle mesure il ne sert pas la cause des pro-nucléaires, puisque d'une certaine manière on se dit mais si c'est si difficile de sortir du nucléaire, si on maîtrise à ce point mal le démantèlement, eh bien restons-y, prolongeons nos vieux réacteurs, construisons de nouvelles centrales. Alors c'est deux choses différentes. Prolongeons nos nouveaux réacteurs, oui, mais et après admettons même qu'on aille à 50 ans ou à 60 ans avec tous les risques que cela recèle, je pense qu'on en reparlera, à un moment donné du temps, la même question va se poser. Ouais. Quant à refaire de nouvelles centrales, ça veut dire avoir une deuxième vague de difficultés de même nature que celle qu'on a là. Donc non, moi, ce que je pense, c'est que c'est une sorte de politique d'évitement, politique de l'autruche, je dirais. C'est une politique de l'autruche, mais je pense que ce film que j'ai trouvé excellent, pour ma part, montre bien le fond du problème. Ouais. C'est-à-dire que c'est la première fois dans l'humanité qu'on a créé une technologie en faisant l'impasse, en toute connaissance de cause, sur un élément majeur, c'est qu'est-ce qu'on fait des déchets. Ouais. Et on s'est dit, la technique va y répondre. Eh bien, 40 ans plus tard ou 50 ans plus tard, ben non, la technique, elle n'y a pas répondu. Ouais, ouais. Elle ne sait pas répondre. Alors, on va bien sûr y revenir tout au long de ce débat. Wolfram Koenig, comment vous réagissez à ce film? J'ai rappelé quelles étaient vos fonctions actuellement en Allemagne. Est-ce que vous considérez qu'il est exagérément pessimiste sur notre, justement, incapacité à démanteler les centrales aujourd'hui? Non, le film a le mérite de montrer que, de façon systématique, pendant des décennies, nous n'avons fait que repousser l'échéance. On s'est engagé dans la filière du nucléaire. Or, la sortie du nucléaire, on a sous-estimé les difficultés. Systématiquement, on a joué l'exploitation des centrales en espérant qu'à terme, au cours de route, quelque part, on allait trouver la solution. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait. On n'a pas trouvé de solution. Au niveau mondial, personne n'est capable, pour les déchets hautement radioactifs, de proposer un site d'entreposage, de stockage définitif. Ce n'est pas le problème de l'Allemagne ou de la France, c'est mondial le problème. Oui, le problème est mondial, mais bien sûr en Allemagne, vous êtes confronté à une situation très particulière. Vous avez acté la sortie du nucléaire. Est-ce qu'il vous arrive de vous dire que vous avez mis la charrue avant les bœufs? Pardonnez l'expression un peu populaire comme ça, mais c'est-à-dire, est-ce qu'on a acté une décision avant même de savoir comment s'y prendre? Pendant des décennies, on a eu un véritable débat sur la question de savoir ce qu'on peut considérer comme un stockage définitif sûr. Et pour l'Allemagne, on a poursuivi un projet de stockage définitif. C'est à Gorleben, une mine de sel, très controversée d'ailleurs, et ça reste un site controversé. Et il s'est avéré qu'une démarche purement scientifique, purement technicienne ne permet pas d'aboutir. Il faut englober le corps social, associer le corps social à la décision, ce qui nous ramène en quelque sorte à la case départ pour l'Allemagne. On a constaté avec 2 sites de stockage provisoires, donc en ex-RDA pour les déchets faiblement radioactifs et AC, ce sont 2 sites de stockage provisoires qui ont échoué. On espérait que les mines de sel, l'ancienne mine de Seine, seraient gages de sécurité suffisante, mais malheureusement, pendant notre génération, déjà, il s'est avéré qu'il n'en était rien. Et maintenant, à coût de milliards, et ça c'est l'argent du contribuable, il faut assainir ces 2 sites. Mais pour parler clair, aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir le mode d'emploi ? Non, ce serait présomptueux de le dire. Il n'y a pas de scénario définitif, mais il y a certains principes auxquels il faut adhérer. Le principe, c'est que les déchets doivent être confinés de façon définitive par une barrière géologique pour les séparer de l'environnement. Donc, on ne se fiera pas seulement au béton, aux mesures de sécurité, à des barbelés, à des équipes de sécurité. Il faut pouvoir entreposer sans surveillance, parce qu'on sait que le corps social ne sera pas toujours capable, sur une durée très longue, de garder une vigilance suffisante pour des matières aussi dangereuses. Donc la géologie, une géologie robuste, doit être gage de sécurité. Et en Allemagne, il y a différents sites qui sont possibles, différentes roches qui sont possibles, des roches salines ou des argiles, peut-être même du granit, un peu moins bien, mais de façon systématique, il n'y a pas encore un site qui a été sélectionné pour installer un stockage définitif. Et on voit bien dans le film historiquement à quel point l'homme a tâtonné, on l'a vu, il y a eu la période où on jetait ses déchets dans la mer, et
puis il y a eu la mode du sel, et puis aujourd'hui on parle de l'argile. Mais Corinne Lepage, est-ce qu'on peut dire qu'on est toujours dans des logiques de moindre mal? Oui, enfin, les jeter dans la mer, c'était le plus grand mal. Scénario, bien oui, sûr. Et j'ai moi-même vécu en 95, lorsque j'étais ministre, lorsque Greenpeace s'est plaint d'une forte pollution dans la zone des Casquets. J'ai demandé au préfet maritime à l'époque d'aller voir si on pouvait récupérer les fûts. J'ai le regret de vous dire qu'il n'y avait plus de fûts. C'est-à-dire que des procédés qui devaient durer des décennies et des siècles, au bout de 20 ans, il n'y avait absolument plus rien. Et tous les radionucléides, y compris à longue durée et très hautement radioactifs, s'étaient propagés dans la mer. Bon, ensuite, il y a eu le sel. Aujourd'hui, en France, vous savez que nous sommes en pleine actualité avec le débat CIGEO, qui est en réalité, c'est-à-dire Bure, qui est en fait une décision déjà prise, parce que nous avons une loi la loi Bataille, qui est de 1991, qui avait prévu plusieurs solutions. Et en fait, aujourd'hui, il n'y a plus qu'une solution, et technique et géographique, c'est Bure, Bure ou Bure. Alors, pour qu'on comprenne bien, justement, techniquement, quelle est la différence, quelles sont les différences entre la France et l'Allemagne? Bien, la différence, je dirais qu'il y a 2 points. Il faut bien comprendre que l'arrêt du nucléaire, c'est une chose. De dire on ne produit plus de nucléaire, mais qu'on le produise ou qu'on ne le produise pas, il y a les déchets passés qu'il faut bien traiter. Et puis ensuite, il y a effectivement, qu'est-ce qu'on fait des centrales que l'on ferme? C'est la question du démantèlement. Et qu'est-ce qu'on fait des déchets à la fois pendant la durée d'exploitation et que sont les résidus de la centrale qu'on a démantelée. C'est ça le sujet. Alors l'Allemagne a pris une décision que nous, malheureusement, nous n'avons pas prise, ce qui veut dire que nous remettons le problème à plus tard. En revanche, sur la question du stockage pour la longue durée, la France a fait un choix qui est celui de Bure. Pour ma part, que je ne partage pas du tout, simplement parce que c'est le choix de l'irréversibilité. Et qu'une fois que nous aurons enfoui en couche extrêmement profonde ces fûts, avec les risques de fuite, les risques d'incendie, toute une série de problèmes qui sont parfaitement expliqués dans le film, eh bien, tout simplement, on ne saura pas revenir en arrière. Et par voie de conséquence, je pense que nous avons pris, nous, notre génération, une responsabilité à l'échelle de l'humanité absolument colossale. Tout ce que nous pouvons faire, c'est espérer que les générations qui viennent trouveront des meilleures solutions que nous. Et donc, laisser les choses dans un état tel qu'elles ne polluent plus, qu'elles ne polluent pas ou le moins possible, et espérer que ces nouvelles générations trouveront mieux, donc leur permettre de faire elles-mêmes ce que nous n'avons pas été capables de faire. Et on a le sentiment qu'en Allemagne, il y a quand même un discours qui est bien plus honnête qu'en France, ne serait-ce que parce que, vous l'avez dit d'ailleurs au début de cette émission, on n'a pas la solution idéale, mais on sait au moins une chose, c'est qu'il faut trouver des solutions qui ne soient jamais irréversibles. Il faut, bien entendu, l'histoire de l'Allemagne est tout à fait différente parce qu'en Allemagne, il y a depuis longtemps une résistance très forte contre le nucléaire. Il y a également une partie du corps scientifique qui a toujours été très hostile au nucléaire et notamment aux déchets nucléaires. Et en décidant l'abandon du nucléaire avec la décision du gouvernement fédéral, on a créé un environnement très stable maintenant. On sait de façon définitive, de façon finie, combien de déchets nucléaires il faudra éliminer, quel est le type de ces déchets. Et donc, ça a un peu permis de dépassionner le débat et de le ramener sur un terrain plus technique. Ça, c'est la grande différence par rapport à la France. Si les centrales continuaient d'être exploitées en Allemagne sans échéance claire, n'est-ce pas, sans date butoir claire, les détracteurs diraient, si vous créez un site de stockage définitif, vous allez créer au fond une piste d'atterrissage pour un avion qui a décollé, mais qui ne pourra jamais atterrir. Et ça, on refuse de le faire. Mais maintenant, on a l'opportunité, avec la décision d'abandonner la filière nucléaire, de vraiment nous colter avec les problèmes techniques et pas la question de fond pour ou contre le nucléaire, qui est un problème de société. Ça, c'est une amélioration qualitative nette de la qualité du débat, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ait la solution. Ce qu'on essaye de faire maintenant au niveau du gouvernement fédéral, c'est de remettre tout à plat et de remettre en route un processus en tirant les leçons des erreurs du passé. Donc, il ne faut pas seulement cela jouer technique et ingénierie, il faut vraiment un accompagnement social, un processus sociétal avec les écologistes, avec les milieux intéressés, avec les riverains, et on va essayer d'ouvrir la voie, de déblayer le terrain pour un véritable débat de société sur ce que l'on entend par sécurité. Mais là, notre position est différente. Nous pensons qu'avec nos connaissances actuelles, avec le bagage actuel, les possibilités financières et techniques actuelles, et avec l'environnement politique actuel, on peut se mettre en route pour essayer de trouver des solutions plutôt que de repousser l'échéance ou de repousser le problème vers des pays étrangers où on dit on vous envoie nos déchets et on vous permettra de gagner un peu d'argent. C'est pas la solution. Il faut que les déchets qu'on a produits nous-mêmes, on s'en occupe nous-mêmes.
Fermer les yeux, ça ne va certainement pas résoudre le problème. Bien sûr. Corinne Lepage, il y a 2 ans, dans ce livre que vous aviez consacré au nucléaire, vous aviez eu l'habileté de dire, attendez, moi je ne pose plus seulement le problème d'un point de vue environnemental ou d'un point de vue idéologique, je dis aussi, il faut sortir du nucléaire parce que économiquement, si l'on se spécialise, si l'on est les premiers à se spécialiser dans le démantèlement, c'est un savoir-faire qu'on pourra exporter. Où on en est aujourd'hui en France sur cette réflexion-là? On a très peu avancé. Ça veut dire qu'on a raté le marché, pour parler clair? Peut-être pas, j'espère que non, mais on a très peu avancé et les reculades du gouvernement sur Fessenheim ne laissent rien présumer de bon dans cette direction-là. Brennilis fait du surplace et on avance de manière extrêmement modeste parce que, en réalité, le choix symbolique de dire on arrête, on démantèle, est quelque chose que la France ne veut pas faire. Et je dirais que j'envie un peu nos amis allemands sur l'honnêteté avec laquelle ils conduisent les choses. Chez nous, nous varions entre la désinformation complète, le déni. En même temps, il y a la réalité industrielle. Aujourd'hui, Areva, Bouygues se mettent sur ce terrain-là, sur ce secteur-là du démantèlement. Ils voudraient bien se mettre sur le terrain du démantèlement, sauf que il faudrait pour cela qu'on entre vraiment dans une phase de démantèlement et qu'on ait trouvé la solution financière au démantèlement. Or, mon inquiétude est précisément liée au fait que nous n'avons pas les moyens de payer le démantèlement de 57 centrales nucléaires en France aujourd'hui. Quand vous voyez Brennilis, l'augmentation du coût est déjà d'un facteur 10 à peu près. Les provisions qui ont été faites sont ridicules, de l'ordre de 18 milliards d'euros, qui ne sont même pas vraiment des provisions du reste parce qu'elles sont passées dans autre chose ou elles ont été échangées contre des actions. Enfin, on n'a pas le temps d'entrer dans les détails, mais qui ne correspondent en rien à la réalité de ce coût. Donc, qui va payer? EDF n'a pas les moyens, l'État n'a pas les moyens. Alors, qui va payer? Pour le moment, je ne vois pas. Donc, si vous voulez, nous n'avons pas, fait le choix de la sortie du nucléaire. Et je suis même très dubitative. Et en même temps, on est quand même confronté au problème de vieillissement de ces centrales, etc. Mais bien sûr, mais ce que je vous disais tout à l'heure, je le maintiens, c'est-à-dire que je crains que nous soyons dans une situation dans laquelle EDF va obtenir, parce que EDF obtient à peu près ce qu'il veut du gouvernement, l'extension de la durée de vie de nos centrales sur 60 ans, tout simplement parce qu'on a investi ni dans de nouvelles installations, ni dans le renouvelable, comme l'ont fait les Allemands, avec une stratégie tout à fait réfléchie. Donc, pour produire de l'électricité dans les 20 ans qui viennent, on va pas avoir malheureusement d'autres solutions que de continuer avec des centrales vieillissantes, faisant appel à des sous-traitants de moins en moins formés. Le film le montre très bien. Et l'IRSN elle-même, l'Institut de recherche sur la sûreté nucléaire, a dit, M. Repussard, combien il était inquiet de la perte de compétences et qu'il était, lui, pour que si on prenait la décision de fermer, on ferme vite parce que précisément, il y avait des risques liés à cette perte de compétences. Moi, donc, ce que je crains, très simplement, c'est qu'on tire la ficelle le plus longtemps possible, avec le risque d'un accident majeur en France, tout simplement. C'est ça le risque qui est à la clé. Je reviens justement à l'intérêt économique pour un pays de se spécialiser dans le démantèlement. Est-ce que chez les industriels allemands, il y a ça aussi en arrière-pensée, l'idée qu'ils vont être pionniers et que c'est un savoir-faire qu'ils pourront exporter, au-delà de la situation allemande? Bien sûr. Mais il y a tout d'abord également les difficultés de l'abandon du nucléaire, avant que ce soit un marché porteur. Pour l'Allemagne, ce sont les industriels, dont les exploitants, qui sont responsables du démantèlement. Et le législateur a dit que les substances sont d'une dangerosité telle que c'est une institution publique qui doit rendre des comptes à l'exécutif et au législatif. Donc vous n'avez pas ce problème de la sous-traitance qu'on a en France, qu'évoquait Corinne Lepage à l'instant? Ça relève de la responsabilité des exploitants. Le problème qu'on a en Allemagne, c'est que les disponibilités financières qui sont nécessaires, ce sont les entreprises qui les possèdent, ce sont des provisions, mais ce sont des provisions comptables. Donc il n'y a pas une grosse cagnotte qui a été constituée. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que d'abord l'argent va suffire, donc les provisions vont être suffisantes, et deuxièmement, est-ce que ces provisions seront disponibles quand on en aura besoin? Parce qu'il y a des voix qui s'élèvent pour dire qu'il faut absolument un fonds de droit public qui permette de garantir la matérialité de cet argent ou d'autres moyens de garantir l'existence de cet argent. En tout cas, le volume financier pour le stockage définitif, ça représente des milliards. Pour ASSE, il y a des estimations qui vont au-delà de 3 milliards juste pour l'assainissement de sol. Morseleben, donc les projets qui ont échoué. Nous sommes en train de construire un site de stockage définitif d'après l'état actuel de nos connaissances pour les déchets faiblement et moyennement radioactifs. Ce sera le site
Conrad qui va coûter 2,5 milliards, ne serait-ce que pour la construction. Donc ça va mobiliser des mises de fonds considérables, rien que pour le stockage définitif. À quoi s'ajoute la question des coûts du démantèlement des installations. Et là, l'Allemagne a pris les devants. Il y a un projet de démantèlement qu'on a vu dans le film à Lublin, sur un réacteur baltique. Là, c'est un réacteur qui est propriété de l'État. Et l'entreprise qui l'a démantelé a pu acquérir un véritable bagage. On a vu également que ce n'est pas une stratégie du tout ou rien, donc confinement ou démantèlement. Il faut combiner toutes les stratégies et tous les moyens techniques possibles pour ensuite pouvoir réduire les déchets qui finalement devront être entreposés dans un stick de stockage définitif. Donc on est en train d'apprendre en avançant. Et ça va profiter aux industriels qui, en temps utile, vont bien entendu s'intéresser à ce marché. Alors, question justement qui vous est pour vous, Corinne Lepage, puisque dans le film, vous dites « parce que c'est la crise, je suis inquiète ». On n'ira pas investir dans une entreprise qui consiste à déconstruire. Et en même temps, on est en train de se dire que ça devient un secteur, un marché porteur. Alors, est-ce que vous pensez que le fait que ça devienne un marché porteur, c'est bon aussi pour la technique, pour le progrès de la science? Oui, parce qu'on va investir pour essayer de trouver de meilleures solutions. Alors, je partage tout à fait ce qui vient d'être dit. C'est que, comme nous avons fait l'impasse, nous apprenons en marchant. Ouais. C'est le cas de Brennilis, c'est le cas de Chinon, c'est le cas de Chaux. Il y a donc chez nous aussi en France un certain nombre d'endroits où on essaye d'avancer dans cette voie, mais on voit bien qu'il y en a pour des dizaines et des dizaines d'années. Ça va durer extrêmement longtemps. On le voit dans le film, vous dites il y a 3 phases. Ouais. Presque personne n'est arrivé aujourd'hui à la 3e phase. Ouais. Et on a vu dans votre film aux États-Unis les explosions qui ont eu lieu dans les années 80. C'est franchement pas un succès, c'est pas recommandable. Oui, ça fait froid dans le dos, bien sûr. Bon, donc on aura besoin de trouver des solutions. L'idée que l'on peut effacer complètement et à court terme une centrale nucléaire... Oui, ça on a bien compris que c'est impossible. Je pense que ce n'est pas possible. Donc ce que nous devons exiger, et ça je dirais que c'est une demande citoyenne, c'est que tout soit fait pour réduire au minimum les risques pour les populations d'aujourd'hui et de demain. C'est la raison pour laquelle moi je suis plutôt encore pour des solutions temporaires que des solutions définitives, parce que je pense que nous ne savons pas faire. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas investir dans le démantèlement. Alors justement, puisqu'on parle d'investissement au-delà de la France, au-delat de l'Allemagne, est-ce qu'il y a des pays qui sont en pointe justement, qui sont en train de se saisir de ce secteur parce qu'ils ont bien compris que ça allait être rentable ? Oui, en effet, la question de la technologie, c'est un des aspects. L'autre question, c'est l'aspect financier. Actuellement, les disponibilités financières existent en Allemagne. Tous les grands industriels sont capables de financer le démantèlement en Allemagne. Parce que vous avez provisionné, contrairement à ce qu'on a fait en France, c'est ce qui est dit dans le film. Oui, mais c'est des provisions comptables quand même. Oui. Donc ce sont des écritures, il faut le dire. Ce n'est pas de l'argent physique. Ce sont des provisions comptables dans les bilans des industriels, donc des électriciens allemands. Et ce n'est pas aussi sûr qu'on aimerait l'avoir. Ce n'est pas certain que la pérennité soit assurée à l'horizon de 20 ans, 30 ans. Parce qu'on a vu qu'aux États-Unis, par exemple, les grands électriciens peuvent faire faillite. Ça s'est vu. Et conséquence, ce serait au fond aux contribuables de prendre le relais pour financer le démantèlement. Et ça, ce serait inacceptable. Donc là, les industriels ont une vraie responsabilité. Il faudra créer des mécanismes qui, de façon durable, assurent la sécurité et la pérennité. Je vous pose la même financement. question, Corinne Lepage. Est-ce qu'il y a des pays qui sont en pointe, qu'on a intérêt à examiner comme ça, parce qu'ils sont peut-être en avance sur nous en matière de technologie? À ma connaissance, non. À ma connaissance, non. Je pense que les Japonais vont avoir à se poser très sérieusement la question, puisqu'ils ont arrêté beaucoup de leurs réacteurs, et le gros débat, c'est on va faire démarrer ou pas. Donc, je pense qu'ils doivent y réfléchir de manière très active. Vous savez qu'aux États-Unis, on parlait donc de l'enfouissement. Les États-Unis avaient un projet style Bure qu'ils ont abandonné, c'est Yucca Mountain. Ils ont dépensé des milliards de dollars, et pourtant ils ont abandonné parce qu'ils ont considéré que ce n'était pas sûr et qu'on ne pouvait pas aller jusqu'au bout. Donc, je crois qu'il ne faut pas mélanger toutes les questions. Le démantèlement des centrales, c'est une chose. Le stockage des déchets radioactifs, c'est un deuxième sujet. Et celui-là, on ne peut pas y échapper. Mais on peut avoir des réponses différenciées qui, à mon sens, doivent être vraiment extrêmement liées et au savoir-faire industriel qui est le nôtre et aux moyens financiers dont nous disposons. Ce qui me choque en France, c'est le déni. C'est le déni de réalité, c'est le déni du problème. Et pour vous, le discours n'a pas du tout changé de Nicolas Sarkozy qui disait on va aller au-delà des 40 ans pour les centrales à François Hollande. Le discours est le même pour vous ces derniers mois? Je pense qu'on ira au-delà des 40 ans. D'abord parce qu'il faut savoir que EDF en douce
approvisionner jusqu'à 40 ans. Dans ces comptes actuels, toutes les centrales vont à 40 ans, alors que les autorisations ne sont pas encore délivrées pour aller jusqu'à 40 ans. Deuxièmement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne vois pas comment on va faire autrement. Et quand on voit la manière dont EDF est en train d'obtenir du gouvernement que Fessenheim continue au-delà de ce qu'avait dit le président de la République. On s'est dit que le discours n'a pas tellement changé. Le discours n'a en réalité pas changé et la volonté du lobby nucléaire n'a pas changé du tout. Et c'est ça qui est très inquiétant parce que, pour moi, c'est une industrie du XXe siècle et que tout ce qui est en train de se faire sur la troisième révolution industrielle, sur le mélange entre le numérique et les énergies renouvelables, ce formidable essor que connaît l'Allemagne, mais que connaît le Japon, mais que connaît la Chine sur ces nouveaux secteurs, eh bien la France reste à l'écart parce que nous sommes collés avec des intérêts économiques très puissants qui nous font au pied, qui nous font aux pattes et qui nous laissent dans ce XXe siècle. Dernière question qui va dans le sens de ce que vous disiez à l'instant, peut-être plus métaphysique. Vous connaissez sans doute, vous, j'en suis sûre, les travaux de l'anthropologue et philosophe Christine Berger, qui dans un livre qui s'intitulait Super Phénix, déconstruction d'un mythe, analysait aussi les aspects symboliques de cette prise de conscience que le nucléaire n'est pas une technique parfaite. Elle dit, ça relève presque du travail de deuil, tellement après la Seconde Guerre mondiale, on pensait que le nucléaire, c'était vraiment le symbole de notre modernité et de notre puissance. Oui. Vous parleriez aussi de travail de deuil ? Moi qui suis haut fonctionnaire, j'ai un regard un peu plus dépassionné sur la chose, mais c'est tout à fait certain, une société a fait des choix et il apparaît après coup que ce choix, ce n'est